Pokémon, reflet de la culture japonaise. Si la franchise était sortie en Occident sans son méga pack de produits divers et variés, je doute que la licence ait le même succès. Pourtant, cela a fonctionné au Japon, me direz-vous. Et c'est là que vient la différence de culture. Allez 3. Le pays était en pleine transformation, et le Japon est un pays assez petit. Et c'est une des raisons qui explique ces différences. La place manque et cette transformation se fait en hauteur. Les habitations sont minuscules, les routes et voitures aussi. Les Japonais ont généralement moins d'animaux de compagnie, parce que dans la culture japonaise, il y a un fort respect du vivre en société. Un chien, ça fait du bruit, et ça embête les voisins. Donc de manière logique, ce n'est pas le chien qui est l'animal de choix au Japon quand on parle d'animal de compagnie, mais les chats qu'on entend moins. Mais dans tous les cas, les animaux ont besoin d'espace pour être heureux. Et de l'espace, il n'y en a pas. Donc il est assez commun que les animaux de compagnie soient interdits dans les appartements. Cette rareté va avec le temps faire monter les prix, jusqu'à atteindre le double des prix pratiqués dans le reste du monde. Et avoir un animal de compagnie devient un luxe. C'est pourquoi on peut retrouver des habitudes inconnues chez nous, comme les bars à chats par exemple. Ces endroits où l'on vient 1 heure ou 2 se poser, entouré d'animaux tout mignons à caresser. L'arrivée d'animaux de compagnie virtuels était la poule aux œufs d'or pour les studios japonais. On retrouvera d'ailleurs, juste après la sortie de Pokémon, les Tamagotchi par exemple. Et aujourd'hui, on ne compte plus les jeux où l'on doit s'occuper des animaux de compagnie. Mais cette recherche, ce besoin d'avoir un animal de compagnie n'est pas apparu comme par magie. La culture du mignon et de l'extravagance. Vous l'avez peut-être remarqué sur internet avec toutes les vidéos qui tournent. Dans tous les cas, si vous mettez le pied au Japon, surtout en ville, quelque chose va à coup sûr vous interpeller. Le matraquage commercial est commun. Le pays est moins dirigé par les politiques que par les entreprises qui jouent de leur notoriété pour maintenir leur influence. On retrouve par exemple des torii, ces portes traditionnelles avec des inscriptions de marques ayant acheté les droits. Oui, comme pour des panneaux publicitaires. Et au Japon, il n'y a pas que les panneaux publicitaires. C'est aussi le pays des mascottes. On retrouve des animaux comme logo de marque depuis très longtemps et dans beaucoup de pays. Mais dans les années 60 au Japon, cela va prendre une toute autre tournure. À la manière de Disney et ses personnages, certaines entreprises japonaises vont commencer à créer des mascottes. Des animaux anthropomorphes, souvent mignons, et qui dans un premier temps visent les filles. Comme la recette fonctionne, ça devient un véritable business. Et c'est dans les années 70 que l'on voit débarquer une des mascottes les plus populaires de l'histoire, Hello Kitty de Sanrio. Le petit Agiri a alors 5 ans, et dans les années qui suivent, ce genre de mascotte mignonne va se multiplier. Banque, opérateurs téléphoniques, événements, les mascottes sont des produits marketing qui sont devenus un vrai phénomène de société. Jusqu'à être utilisés par le gouvernement japonais pour favoriser le tourisme dans les années 90. Les préfectures vont tour à tour se trouver un petit animal afin de représenter leur région, et c'est ce qu'on appelle les Yorukara. Les Yorukara, les mascottes japonaises régionales, se comptent en milliers. En 2014, on comptait plus de 3000 mascottes de ce type, car cette culture du mignon est ancrée dans la culture japonaise actuelle. Dans combien de langues autres que le français et anglais savez-vous dire le mot mignon? Le kawaii touche principalement les filles, mais pas seulement. Garçons ou filles, hommes ou femmes, dans un pays comme le Japon où la pression sociale est forte, le côté mignon d'une mascotte permet à l'espace d'un instant d'avoir un sentiment de réconfort et de souffler un peu. Pour imager, c'est comme quand on est enfant et qu'un doudou nous permet d'avoir un support moral. Quand on voit une mascotte toute mignonne et qu'il nous fait coucou, on ne réfléchit pas à ce qu'il y a sous le costume. Ça fait sourire et nous y répondons par un coucou naturellement. Si on est quelqu'un de bien. D'habitude, quand tu marches dans la rue, personne ne vient t'aborder et te parler. Mais si tu es un personnage, les gens aux alentours, même les adultes, viendront discuter avec toi et te taper dans la main. Yukamura à Atlantico. Certaines mascottes deviennent de véritables stars, et des goodies en tout genre pleuvent. Par exemple, il est courant au Japon de personnaliser leurs affaires chez les jeunes, afin de se dégager de la foule. Et cela s'explique très simplement.
Les jeunes japonais savent qu'en grandissant, ils devront rentrer dans les rangs. Au revoir donc liberté vestimentaire et bienvenue uniforme où tout est contrôlé. Taille des vêtements, hauteur des talons, et dans certains cas plus rares, interdiction de port de lunettes. Oui, ça arrive. Et à l'école, ils sont déjà préparés à ça. Donc avant d'arriver à ce stade, beaucoup de jeunes en profitent. Et c'est pourquoi on peut trouver des styles vestimentaires plus extravagants et colorés au Japon, surtout chez les jeunes. Les mascottes s'intègrent complètement dans cet univers et ne choquent pas. Et avec Pokémon, les plus mignons vont devenir ni plus ni moins que des ambassadeurs. Number 1 et collectionnite aiguë. On parlait tout à l'heure des styles vestimentaires. Eh bien, il arrive de trouver des objets pour le moins surprenants. Et on retrouve encore une fois ce besoin de se démarquer. Prenons un exemple simple. Feriez-vous 2 heures de queue pour récupérer votre pain au chocolat à une boulangerie? Au Japon, il n'est pas rare de voir des gens faire la queue aussi longtemps. Et mieux encore, beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont là. Mais comme l'objectif est dur à atteindre, ce genre de fil se crée naturellement. Parce qu'il y a cet aspect number 1. Être le meilleur, avoir quelque chose que les autres ne peuvent pas avoir. Et c'est la raison pour laquelle l'aspect collectionnite est un cran au-dessus au Japon. En Occident, une chaîne de restaurants ou une marque alimentaire va lancer une petite nouveauté de temps en temps. Mais au Japon, les marques ne s'arrêtent plus. Je pensais moi aussi qu'il s'agissait d'un attrape-touriste. Mais selon mes recherches et mes contacts, non. Beaucoup de Japonais veulent absolument tester ces nouveaux goûts et se ruent dessus. Oui, comme pour la sortie d'un nouveau smartphone. D'ailleurs, il y a eu des sondages de ce que peut rendre heureux une personne. Et au Japon, manger arrive toujours à la première place. On citera par exemple les nouveaux goûts KitKat qui sont très souvent en rupture de stock. KitKat l'avait bien compris en sortant son goût fraise. Et Nestlé ne va évidemment pas profiter de l'occasion. Bien sûr que si. On s'approche des 400 goûts uniques de KitKat avec des parfums dont la production est même limitée. Et ils vont même jusqu'à faire des saveurs exclusives à certaines villes. L'aspect collection n'est qu'à un pas. Dans un pays où le taux de criminalité est très bas, les distributeurs en tout genre s'installent. Des distributeurs automatiques, il y en a partout. 5,5 millions fin 2019. On peut même retrouver des distributeurs mystères où rien n'est précisé, si ce n'est la somme à y insérer. D'autres jouent de licences d'animé et de manga afin de vous refourguer une petite canette à l'effigie d'un personnage. Mais au Japon, ces distributeurs ne vendent pas uniquement de quoi s'alimenter, non. Il serait impossible de tout lister, mais en voici quelques-uns. Certaines viennent tout droit du futur, comme ces machines de cartes Dragon Ball Z Heroes, qui permettent d'y jouer ensuite en borne d'arcade comme ceci. Et c'est là qu'on arrive à un point très important, les gachapon. Qui vient des bruits de manivelle, gacha, et du bruit de l'objet qui tombe, pon. Les gachapon sont une nouvelle façon d'utiliser les machines à chewing-gum américaines. Elles datent de 65 au Japon, mais c'est avec Bandai en 77 qu'il y a un véritable boom. On met de l'argent dedans et on espère récupérer le jouet que l'on souhaite. Et étant donné que ce n'est jamais lui, on remet une pièce. Bandai n'a rien inventé, les Kinder Surprise existaient avant ça et se sont eux-mêmes inspirés d'une vieille tradition de Pâques italienne. Mais la culture de ces jeux de change est encore très présente au Japon. En 2020, les gachapon et autres machines à grappin, ou UFO Catcher, font encore partie du décor et sont fonctionnels. Là où chez nous, on ne les retrouve plus que devant de rares magasins en train de prendre la poussière. Cet aspect collection est encore très important et ce système a aussi été adapté en jeu vidéo. Le modèle économique commence à sortir du territoire japonais depuis 2010, mais au Japon, la consommation de ces gacha games est d'un tout autre niveau.
Pokémon, entre les jeux et les cartes, c'est un peu l'ancêtre de tout ça. Pokémon, l'aventure dont vous êtes le héros. Mais la réussite de Pokémon n'est pas seulement due au marketing et à la culture japonaise. C'est surtout un très bon jeu, et une aventure personnalisée. Bien sûr, aujourd'hui cela paraît stupide de dire que Pokémon est un jeu où chaque joueur vit une aventure unique, alors que nous avons des jeux comme Detroit Become Human qui proposent aux joueurs de prendre des décisions qui ont un impact sur la suite des événements, ou Dragon Age avec son éditeur de personnages, ou encore Minecraft qui nous laisse libre de créer ce que l'on souhaite. Mais remettons Pokémon dans son contexte. Quand on parle jeu d'aventure à la sortie de Pokémon, autre que les RPG japonais, on pensait essentiellement à Zelda. Nous incarnons un personnage assez jeune et qui va pourtant se lancer dans une aventure qui va changer le monde. Il n'est pas l'élu, il n'a pas de pouvoir, le personnage c'est le joueur. Il est d'ailleurs muet et n'a que très peu, voire aucune expression. Les animations dans Pokémon ne sont venues que dans les jeux Sword and Shield et sont présentes uniquement dans des phases occasionnelles comme lors des combats ou la création de Blaocuri. Mais jamais pendant des dialogues. Même si depuis, Scarlet a brisé cette règle, en proposant des images où notre personnage réagit de lui-même lors des récompenses. Mais nous parlons ici des débuts de la licence. Pokémon avait tout l'air d'un jeu dépassé et avait très peu de chances de réussir. Mais selon la Columbia Business School, ce retard devient une force. Car avec l'absence de tout artifice d'effets visuels, le jeu met en avant l'imagination et la créativité. Surtout qu'avec Pokémon, contrairement à Zelda, vous allez rapidement devoir prendre des décisions. Le jeu est vendu en 2 versions, avec une liste différente de Pokémon, et ne propose qu'un seul et unique slot de sauvegarde, afin de pousser à l'utilisation du câble Link. En vérité donc, vous avez le sentiment d'avoir déjà personnalisé votre aventure avant même de l'avoir commencé. Et en lançant le jeu, il vous faudra dès le départ choisir votre starter parmi 3 Pokémon, feu, eau ou plante. Il s'agira du Pokémon avec qui vous commencerez votre aventure et que vous verrez évoluer à vos côtés. Et j'ai remarqué quelque chose qui m'a retourné un peu le cerveau. C'est que dans les RPG, en général, les combats sont des obstacles. Tandis que dans Pokémon, les combats sont des rencontres de possibles futurs membres de notre équipe. Et c'est le joueur encore une fois qui doit s'adapter à son adversaire et qui va décider de le capturer ou non. Le joueur va alors construire son équipe afin d'avoir une synergie et avancer dans le jeu. Avec 150 petits monstres, les combinaisons sont nombreuses, ce qui fait que chaque joueur va avoir droit à sa propre aventure avec ses Pokémon favoris. S'ils n'ont pas d'histoire complexe et ne parlent pas, les Pokémon sont de vrais personnages avec leur chara-design, leurs caractéristiques, leur lieu de vie et leurs attaques. Et quel autre jeu vous propose de jouer 151 personnages? Chaque Pokémon a une valeur, mais je ne considère pas ces données comme des paramètres. Je préfère voir les Pokémon comme de vraies créatures vivantes. De la même manière que si vous avez un animal de compagnie de la même race que celui de votre voisin, le vôtre est différent. De cette façon, les gens peuvent jouer au jeu et mon Pokémon sera différent du vôtre, même s'ils sont du même type. Dans Pokémon, chacun joue comme il le souhaite. Le jeu propose une recette simple, mais jouable selon plusieurs approches. C'est comme les enfants et les adultes qui jouent au foot. Les enfants aiment y jouer au départ parce qu'un ballon est rond et coloré, mais les adultes vont pousser ça bien plus loin. Pokémon s'adresse à tous les niveaux de joueurs. Ainsi, certains joueurs vont y jouer pour l'aspect aventure en suivant son scénario, certains préféreront l'aspect collection en complétant leur Pokédex et en récupérant les Pokémon les plus rares, tandis que d'autres viseront l'aspect stratégie en essayant de récupérer les Pokémon avec les meilleures stats et les monter au niveau maximum. Les joueurs personnalisent leur aventure, et on peut par exemple citer le Nuzlocke Challenge, qui consiste à s'imposer un ensemble de règles faites par un fan sur internet pour augmenter la difficulté des jeux Pokémon. La règle la plus connue étant qu'un Pokémon qui se trouve KO est considéré comme mort, et ne peut plus être utilisé. La liberté c'est une chose, mais pour que tout cela tienne, il faut garder l'essence même de Pokémon, une recette simple. Voyons voir. Ayant travaillé sur les jeux vidéo tout ce temps, je pense que comme l'a mentionné Masuda-san, que l'important est la variété, mais aussi la simplicité d'approche. Il faut que ce soit mignon, simple comme un pierre-papier-ciseaux pour les combats, et préserver le scénario classique d'un jeune normal, qui grandit durant son voyage. En conclusion, je pense que c'est ça.
Même si le jeu semble simple à première vue, la force de Pokémon, c'est sa profondeur. Et chacun vit la licence de sa propre manière. Pokémon écarlate. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Je ne pense pas avoir forcément raison, mais j'avais envie d'étudier cette licence qui me tient à cœur et faire ce petit exercice de recherche. J'ai encore tant de choses à dire, encore plus maintenant que j'ai réalisé cette vidéo. Mais je trouve que je m'éloignais un peu de mon sujet et que la vidéo était déjà assez longue comme ça. Pour réaliser cette analyse, je me suis appuyé sur mes connaissances personnelles, des articles et interviews sur internet, ainsi que des magazines de l'époque disponibles sur Abandonware. J'ai aussi lu tout plein de dossiers sur Pokémon, et j'ai surtout questionné plusieurs personnes qui ont soit déjà été au Japon, ou qui connaissent bien le milieu du jeu vidéo et de la licence Pokémon. Je vous remercie d'ailleurs tous pour le temps que vous m'avez accordé afin de réaliser cette vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, c'était OneMorePixel.